Et on commence donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine tous les lundis. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc aux nouveaux usages des épargnants en matière d'immobilier. Et pour cela, rien de tel que d'échanger avec un professionnel du secteur qui a mené de front la transformation d'un grand groupe immobilier. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Franck Chartier, président d'Emeria Technologies. Bonjour Franck Chartier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors déjà, pour resituer pour les gens qui nous écoutent, Emeria Technologies, c'est une filiale du groupe Emeria, enfin d'Emeria d'ailleurs, de l'entreprise Emeria, qui est le nouveau nom en fait de Foncia, qui exploite Foncia en France pour le coup. C'est le nouveau nom de Groupe Foncia, qui est la holding de Foncia, donc qui détient Foncia en France, un certain nombre dans certains pays européens comme l'Allemagne, comme la Suisse, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, des filiales effectivement aussi d'immobilier, et qui détient en France des filiales aussi spécialisées dans les diagnostics techniques, dans les états des lieux, dans l'assurance, mais toujours autour du domaine de l'immobilier. Donc voilà, ça marque un peu la dimension multimétier. Nouveau nom qui date du 1er janvier 2022 pour le coup, c'est tout récent. 1er janvier. Bon, donc maintenant on parle d'Emeria et donc d'Emeria Technologies, et ce groupe pour le coup a amorcé une grande transformation numérique interne il y a quelques années. Alors je dis interne parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit de l'extérieur, vous communiquez pas forcément sur des nouveaux services digitaux ou autres, mais il y a une grande transformation qui s'est amorcée il y a quelques années. Quel était le constat de départ? Pourquoi est-ce qu'il fallait transformer en interne le groupe? La vraie volonté, d'abord, c'est de se dire on veut améliorer la qualité de service vis-à-vis de nos clients. Alors, vous savez que l'immobilier, c'est un métier qui est extrêmement réglementé, qui est extrêmement complexe. Il y a aussi beaucoup de papiers, il y a beaucoup de contraintes. Et finalement, on perd parfois un petit peu le sens du contact avec le client, parce qu'on est tous un peu noyés dans cette complexité-là. Donc, l'idée, c'est de dire il faut absolument qu'on révolutionne, qu'on enlève tout le papier, qu'on redonne des interfaces à nos clients finaux pour se moderniser, tout simplement, et être un acteur du digital, au même titre que d'autres secteurs d'activité ont pu le transformer. Et donc, en fait, vous avez identifié le digital comme un moyen de reprendre contact avec vos clients, alors là même que l'immobilier, l'image d'Épinal qu'on en a, c'est justement des échanges entre des gens qui visitent des appartements, qui vont chez le notaire, qui négocient un crédit, qui ensuite signent ou nous la vente d'un appartement. Là, le digital permettait de remettre du contact là où il n'y en avait plus, c'est ce que vous constatiez? Ce qui est important finalement, c'est de libérer du temps. Enfin, il y a deux choses importantes. Il y a le digital pour nos clients directement, on va leur fournir un certain nombre d'outils, on y reviendra tout à l'heure sur certains exemples. Et puis il y a le digital pour nos collaborateurs Foncia, qui va permettre donc Emeria, et qui vont permettre aux collaborateurs de dégager beaucoup plus de temps pour aller faire des visites d'immeubles, donc pour aller sur le terrain, pour aller accompagner sur le terrain les projets de tous nos clients, sur aller aux assemblées générales, sur rencontrer les conseils syndicaux beaucoup plus souvent, donc être vraiment dans une interaction forte et moins effectivement sur un travail de back-office, qui est un peu la tradition dans l'immobilier. Alors ça, c'est le constat. Vous vous dites, bon, effectivement, il faut évoluer sur ces sujets-là. Comment ensuite on définit des grands axes, toujours en interne, pour faire en sorte que l'activité continue à fonctionner, mais qu'en même temps, on s'adapte aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes, finalement, de ceux qui viennent ou acheter un appartement, ou louer une maison ou un appartement, ou juste parce qu'il y a plusieurs activités au sein de Foncia, et là où vous êtes concentré, c'est notamment sur l'activité syndic ou l'activité gestion locative. Donc, comment est-ce qu'on définit ensuite des grands axes d'amélioration, de transformation, tout en maintenant l'activité courante ? Effectivement, alors c'est déjà pour ça qu'en fait on a créé une filiale qui est Emeria Technologies. Donc la première volonté, c'est de dire on a une filiale qui est un peu finalement qui n'est pas dans la contrainte du quotidien du groupe et qui n'est pas effectivement dans le quotidien de l'informatique. On est un peu la start-up finalement qui peut travailler et créer des solutions à côté. Donc le plan de transformation, il se focalise en effet sur ces deux métiers, donc gestion locative et syndic de copropriété. Donc il faut une continuité de service en fait en permanence. Donc on a un plan de déploiement qui est progressif. On se dit il faut aussi qu'on donne le temps à nos clients de capter ces nouveaux usages. On a aussi des clients de différentes générations, de différentes régions, donc on ne peut pas aller trop vite non plus. Donc on commence finalement par certaines fonctionnalités, c'est plutôt facultatif. On peut ou pas notamment utiliser l'extranet client qu'on met à disposition sur smartphone. Il n'est pas obligatoire, c'est ça qu'il faut comprendre. On accompagne les nouveaux usages digitaux. Tout, effectivement, on propose des nouveaux services et puis on voit si ça fonctionne, si ça prend ou pas. Parce que peut-être que certains clients préfèrent le papier finalement, c'est ça? C'est probablement le cas. Donc l'idée c'est d'expérimenter, d'aller à un rythme effectivement qui puisse satisfaire ces différents types de populations et d'usages. Donc je crois qu'il ne faut jamais être brutal. C'est pour ça que le mot révolution est un peu fort, le mot transformation est plus juste. On y va sur une trajectoire où on teste. Parfois ça peut arriver de faire demi-tour. Ce qui est sûr, c'est que la détermination est quand même de dire un jour ou l'autre,
zéro papier, des échanges beaucoup plus digitaux, mais encore une fois pour gagner du temps. C'est certainement pas pour priver le contact humain, c'est pour valoriser le contact humain sur la valeur ajoutée. Et alors, c'est quoi l'enjeu? C'est plus de temps ou la main donnée finalement à celui qui achète son appartement ou sa maison? Parce que ce qu'on voit souvent, c'est effectivement des interfaces en ligne. Et d'ailleurs, il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché des syndics, notamment avec des interfaces en ligne. On en dira un mot. Mais où on voit que c'est finalement celui qui est propriétaire, qui va faire les démarches lui-même. C'est ça le sens de l'histoire dans l'immobilier? C'est plus de la main redonnée finalement au propriétaire ou au locataire? Non, pas forcément. Je dirais que c'est la main redonnée, c'est simplifier les processus. D'accord. Donc quand on dit, par exemple, il faut constituer des gros dossiers papier quand on est locataire, notamment. Parce bien sûr, oui, aussi on nous demande beaucoup de documents. Les bailleurs, pour l'ensemble, c'est de dire on peut très facilement les envoyer par mail ou échanger des pièces dématérialisées. Si certains locataires veulent finalement, dans des zones très tendues, vous savez, il y a un peu une compétition dans la recherche d'un logement parfois. Donc, c'est faciliter la vie, éviter les visites parfois quand on le peut, proposer de trouver des biens directement en ligne. Ça peut correspondre à une certaine frange de la population. Donc là, on parle de visite virtuelle pour le coup. On ne se déplace plus et on visite devant son écran. Absolument. On constitue le dossier, tout ça de manière dématérialisée. Et puis il y a quand même un jour où on prend les clés de l'appartement. Bien sûr. Et là, pour on y habite réellement, on n'y habite pas virtuellement pour le coup. Voilà, absolument. Mais sinon, c'est pas de redonner finalement des choses à faire à nos clients, c'est plutôt de simplifier toutes ces procédures, encore une fois, qui sont très pesantes, très lourdes. D'accord. Ça reste un métier très juridique, très réglementé, mais il y a quand même moyen de simplifier ça et d'accompagner nos clients au mieux dans ces démarches. Alors là, donc, vous avez pris l'exemple de la gestion locative. Donc effectivement, il y a ce sujet visite virtuelle qui monte pas mal. On a vu avec la pandémie que de plus en plus de gens voulaient visiter à distance. Il y a quand même une question qu'on se pose, c'est là, il y a effectivement 2 ans où on avait des contraintes qui ne nous permettaient pas forcément de nous déplacer pour aller visiter un appartement dans une autre ville. Il pouvait y avoir des craintes vis-à-vis du coup de certaines contagions. Est-ce que la visite virtuelle, pour vous, est épisodique et liée à cette situation actuelle ou un sujet de fond, une tendance de fond qui se développe chez les investisseurs ou les gens qui veulent acheter un appartement ou une maison? Alors, je pense que le Covid a été, quelque part, au moins pour ça, un accélérateur. Et je pense en revanche que c'est vraiment un phénomène de fond. En tout cas, à mon avis, on va vraiment vers ce type de choses. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas partout. Encore une fois, je pense qu'il faut rester souple dans les usages, se dire on peut avoir un canal, finalement, un nouveau canal moderne, digitalisé, pour avoir ce type d'acte de gestion de location. Il faut, pour moi, pas généraliser, mais je suis persuadé que c'est une lame de fond. Je suis persuadé que la plupart des jeunes générations et des nouveaux usages sont quand même très différents de ce qu'on a vu dans les générations précédentes. Il faut absolument s'inscrire dans cette... Parce que ça surprend un peu comme nouveau mode d'acceptation, finalement. Alors après, il y a l'achat et la location. On se dit que c'est peut-être plus simple en location puisque l'engagement est moins contraignant. Vous voyez, vous, par exemple, comme on parle de gestion locative, vous voyez sur la location que c'est... on peut visiter en ligne et dire oui à un engagement de location sans même avoir mis un pied dans l'appartement? Oui, on peut le faire. Après, c'est sûr que ce n'est pas du tout les mêmes actes. Vous savez, quand vous prenez sur une plateforme de gestion de location pour un week-end, vous ne visitez pas avant. Donc la location, ce n'est pas non plus un engagement de même durée. Pour un achat, je ne sais pas, ça existera certainement un jour, mais je me projette moins facilement dans un achat qui est quand même un acte fort dans la vie. Et là, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une demande, en tout cas immédiate. Ça arrivera peut-être un jour. Mais sur la gestion locative, pour le coup, on se rend compte que ça arrive et qu'il y a un usage. Donc on se posait la question des grands axes d'évolution. Si je reviens sur l'activité syndic de copropriété, là, c'est quoi le principal besoin? C'est que ça aille plus vite, en fait, c'est ça? Que ce soit plus transparent? C'est un reproche qui est très souvent fait aux syndics et notamment par les néo-syndics qu'on voit fleurir un peu partout. C'est le manque de transparence. Il est là le sujet? Alors je pense qu'il y a un sujet sur la transparence de l'information, disposer en permanence de l'information sur la copropriété, pouvoir par des interfaces simples, donc une app mobile, donner l'état des lieux sur l'avancement des travaux, sur les demandes de réparation qui ont pu être faites dans l'immeuble, sur les charges de copropriété. Donc c'est aussi de la réactivité, c'est se dire on est beaucoup plus disponible par rapport aux copropriétaires ou aux locataires d'ailleurs qui habitent dans l'immeuble. On a vraiment finalement une notion de service. On passe vraiment à une vraie volonté d'avoir une notion de service à nos utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est une réelle évolution, je pense, dans le métier de l'immobilier. Après, c'est sûr que... Alors, un mot quand même, puisque vous parliez des néo-syndics. Oui, bien sûr. Donc là, le néo-syndic, en un mot, c'est effectivement plusieurs startups qui proposent des services, en fait, qui proposent de copropriété de gérer elles-mêmes finalement un certain nombre de changements de chaudière ou autres sans avoir à passer par leur syndic traditionnel. On ne croit pas tout à fait à ça parce qu'on pense que le syndic traditionnel, il a une valeur ajoutée qui est immense dans la mesure où c'est un métier, encore une fois, qui est très complexe,
notamment en termes de comptabilité, en termes de réglementation. Après, il y a la responsabilité aussi de l'entretien. Il y a éventuellement la gestion des conflits qui peut avoir lieu dans une copropriété. Une copropriété, ça vit. C'est un organisme vivant et compliqué. Je pense que les outils digitaux sont extrêmement importants pour faciliter la vie de la copropriété, mais ne peuvent pas complètement se substituer. Et quand on donne des outils digitaux pour des copropriétaires, la responsabilité finalement et la charge est centrée sur les copropriétaires. Or, copropriétaire, c'est pas un métier. Syndic, c'est un métier. Et c'est un métier très spécialisé. Et nous, on croit vraiment que les syndics traditionnels ont besoin effectivement de faire cette transformation digitale. Nous, on a mené un peu cette bataille, mais ont une existence extrêmement importante. Merci beaucoup, Franck Chartier. Je rappelle que vous êtes le président d'Emeria Technologies, donc qui gère la transformation digitale, si je ne dis pas de bêtises, d'Emeria, anciennement le groupe Foncia. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Merci et quant beaucoup. À nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.